Alors, je suis prêt à reconnaître Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord remercier mon collègue, le député de Nicolet-Yamaska, de partager son temps avec moi. Voilà une nouvelle façon de faire de la politique qui n'est pas si coutumière. Monsieur le Président, étrangement, je dirais que le contenu des ententes internationales de libéralisation du commerce ont été en fait compris et mis à jour par deux groupes en particulier, les syndicalistes et le milieu de la culture. Et c'est intéressant d'expliquer comment cela s'est passé. Le milieu de la culture en particulier a découvert le contenu des ententes de libéralisation du commerce à l'occasion de ce qui s'est appelé l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements. C'est à ce moment-là que les Français, les cinéastes français, le milieu de la cinématographie, a compris qu'il y avait dans cet accord sur l'investissement qui était en train de se négocier d'une façon complètement opaque, qu'il y avait une menace radicale sur certaines des politiques, en fait sur l'ensemble des politiques nationales de soutien au milieu de la culture. Et c'est à ce moment-là que nous avons dû faire l'apprentissage de ce que sont les notions contenues dans les accords multilatéraux ou bilatéraux d'investissement et de libéralisation du commerce. C'est alors que nous avons découvert ce que voulait dire le traitement national, la clause de la nation la plus favorisée, dans le cas de cet accord-ci, l'interdiction de la prescription de résultats, la liberté des capitaux. Ce sont des notions qui habituellement ne sont pas le fait des milieux de la culture, mais on a été obligé de faire cet apprentissage. On a été obligé de le faire pour bien construire une sorte de défense, en quelque sorte, et on s'est rendu compte que cette défense-là, elle ne touchait pas uniquement le Québec, mais qu'elle touchait le Canada en entier, et très rapidement, on s'est rendu compte que ça touchait l'ensemble de la planète. Partout où il y a des pays qui ont à cœur de défendre une culture, ils doivent forcément défendre des politiques culturelles, et ces politiques culturelles-là, dans leur principe même de soutien, d'aide, l'ensemble des politiques qui font qu'une culture peut exister, vont à l'encontre de plusieurs des principes qui sont le fait des ententes de libéralisation du commerce. Et ce n'est pas si... c'est assez complexe dans la négociation, mais on a tort de penser que le commun des mortels et que le commun des députés ne puissent pas comprendre de quoi il s'agit et quel est l'intérêt de sa nation, de son pays, à l'égard de ces ententes de libéralisation. C'est donc à partir de notre connaissance de l'accord multilatéral sur les investissements que nous avons commencé à faire notre éducation et celle de nombreux milieux artistiques un peu partout dans le monde, secondés par le gouvernement du Québec, tout parti confondu, secondés par le gouvernement du Canada et bientôt suivis par l'ensemble des gouvernements de la planète en entier, pour aboutir à ce qui s'appelle la Convention sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Cette convention-là, elle a pour effet de protéger l'ensemble des mesures qui nous permettent d'avoir une culture qui nous différencie du reste des nations de la planète. Or, actuellement, quand on regarde ce que contient l'accord sur le commerce global qui va se signer et qui se négocie actuellement entre le Canada et l'Union européenne, on est en droit de se demander si, dans cet accord-là, il y aura une reconnaissance officielle à un endroit précis, clair, fort, de cette Convention de la diversité culturelle. La version dont nous avons pu prendre connaissance n'en faisait aucunement mention. Donc, les milieux de la culture, même si on les rassure, même si le Premier ministre, en accord avec le Premier ministre de la France, a officiellement annoncé qu'on tiendrait compte de cette diversité culturelle, il n'empêche que nous ne saurons jamais, avant qu'il y ait conclusion et signature de l'entente, s'il y a dans les faits une protection de la diversité culturelle. Mais ce n'est pas seulement la culture qui est en cause dans ce cas-ci. Ces principes, et mon collègue en parlait d'une façon claire, ces principes, si on les applique à l'ensemble des activités commerciales et industrielles de notre nation. Et là, on pense aux marchés publics. Les marchés publics, ça veut dire l'eau. Ça veut dire la gestion de l'eau. Ce qu'on fait avec... Est-ce que nous assistons à une tentative
Est-ce que nous pourrions assister à une tentative de privatisation de tout ce qui touche l'eau? Voilà, j'espère qu'une de mes collègues qui s'y connaît bien pourra prendre la parole à ce sujet-là. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'actuellement, les principes tels qu'ils sont énoncés dans cette entente, sans que nous sachions si le Québec y a mis des contre-mesures, a pris des réserves, s'est organisé pour qu'en quelque sorte ces articles-là ne soient pas des menaces à notre souveraineté d'agir comme État sur, par exemple, le développement des ressources. Qu'en est-il de la prescription, de l'interdiction de prescrire des résultats? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on interdit de prescrire des résultats, lorsqu'il y a un investissement, l'État se prive lui-même de la possibilité d'exiger que cet investissement s'accompagne, par exemple, de l'engagement de travailleurs du pays d'origine. L'État s'empêche lui-même d'exiger d'un investisseur, quel qu'il soit, pourvu qu'il fasse partie de l'Union européenne, que cet investisseur-là respecte des normes environnementales, voilà ce que ça veut dire concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire que la liberté des capitaux? Cela veut dire qu'à tout moment, sans notre accord, sans notre opinion, un investisseur pourrait décider qu'il transfère cet investissement-là à un autre pays sous d'autres considérations sans que nous ne puissions rien dire. Voilà la demande que nous faisons. Ce n'est pas une opposition à ce qui est des ententes de libéralisation. Nous sommes dans un univers qui, actuellement, se libéralise économiquement. On peut discuter du principe, et certains sans doute le feront. On peut dire que ce principe est un principe qui nuit, mais quant à nous, la seule question que nous posons, c'est s'il est nécessaire d'avoir des ententes, dans ce cas-ci bilatérales, mais en fait multilatérales, avec l'Europe, parce que nous aurions prétendument besoin de nouveaux investisseurs pour développer le Québec, fort bien, on est prêt à accepter ce principe. Cependant, on ne peut pas accepter ce principe les mains liées, les yeux fermés et la bouche close. Il faut absolument, et de toute évidence, et nécessairement, que les parlementaires de cette Assemblée-ci aient au moins une connaissance de ce qui va être défendu, de ce qui va être concédé. Il faut rajouter, Monsieur le Président, que nous sommes dans une situation de négociation. Actuellement, le Québec influence, et on ne sait pas dans quelle mesure il réussit, influence les négociateurs qui sont le Canada. Le Canada, dans une position de négociation, veut obtenir l'accès à certains marchés de l'Union européenne. En contrepartie, évidemment, l'Union européenne veut avoir certaines concessions du Canada. Quelles sont ces concessions-là? Sommes-nous en train, actuellement, nous qui n'avons pas les mêmes intérêts économiques que le reste du Canada, je pense en particulier aux énergies, on pense beaucoup aux sables bitumineux et on pense beaucoup à notre possibilité d'avoir des énergies différentes, nouvelles, développées chez nous. Je pense à cela, entre autres. Je pense à notre richesse minière, à notre richesse minière, qui n'est pas du tout la même de celle du reste du Canada. Dans cette position de négociation entre deux joueurs, il y a forcément des concessions. La question que nous nous posons, c'est quelles sont ces concessions-là et est-ce que ces concessions-là sont à l'avantage ou au détriment du Québec, de l'économie du Québec, des travailleurs du Québec, des conditions environnementales québécoises, de la culture du Québec. Notre souci, je crois qu'il est partagé par absolument tous les parlementaires en principe, c'est de savoir que oui, nous sommes prêts à libéraliser et à accueillir favorablement des investisseurs qui viennent de tous les pays du monde et en particulier de l'Union européenne, mais encore cela doit-il se dérouler dans des conditions qui gardent au Québec l'ensemble de sa force, l'ensemble de son pouvoir d'intervention et qui nous assurent que, comme pays souverain, nous gardons toutes les possibilités de construire ce pays tel que nous souhaitons le construire, c'est-à-dire un pays riche, un pays vert, un pays libre et un pays où il y a une répartition équitable des richesses et surtout un pays qui a en tête l'avenir de ceux qui vont suivre les parlementaires que nous sommes et la population en général que nous sommes. C'est donc un enjeu extrêmement important, majeur. Et le fait que nous soyons dans une période de négociation n'implique en aucune façon que nous n'ayons pas une connaissance la plus précise possible du contenu de cette entente qui est en train de se négocier actuellement. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Bordura, pour cette intervention.